On vient tout juste de terminer notre podcast avec Patrice Ménard. Il nous a reçus à ses bureaux. On a eu la chance de le rencontrer, lui et son équipe. Puis vraiment, l'idée de ce podcast-là, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour mettre en place la business qu'il y a aujourd'hui. Il y a des pépites d'or du début à la fin. Tu veux vraiment pas manquer ça. Regarde-les jusqu'à la fin. Regarde ça. Gary Keller il avait dit « Développez votre propre technologie ». Ça a été un coup de masse pour nous autres. Ça a vraiment frappé dur. Du bon côté ou du mauvais côté? Tout de coup, ça a fait mal. Qu'est-ce que tu dirais qui, toi, a été un power move pour PMML qui a fait en sorte que la business a cliqué puis bang! Technologie de données, de mélanger ça ensemble, d'exposer mon expertise au marché avec des rapports de marché. Tu peux avoir la meilleure technologie, la meilleure base de données, mais si personne ne te connaît, c'est pas bon. Pourquoi plutôt l'immobilier commercial plutôt que le résidentiel? Il y avait un livre qui s'appelait Rich Dad Poor Dad. C'est ce livre-là qui m'a intéressé à l'immobilier. Et la beauté d'entrepreneuriat, c'est justement, c'est de faire le saut, puis après ça... Figure it out. Figure it out. Un peu à la Grant Cardone. Bienvenue à un autre épisode du Grand Saut. On est aujourd'hui avec, non le moindre, Patrice Ménard. Donc, Patrice Ménard à la tête de PMML, une sommité dans le domaine de l'immobilier. Merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Patrice, on te connaît pour PMML, mais aujourd'hui, je veux qu'on parle de ton parcours d'entrepreneur. Puis je veux qu'on aille dans l'histoire un peu, on retourne dans les vieilles histoires de Patrice. Qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir parti PMML? C'est quoi ton background? Écoute, c'est drôle parce que ces jours-ci, il y a un reel qui sort dans les médias sociaux un peu où est-ce que je donnais un peu mon background, puis ce que j'ai fait il y a quelques semaines à la réunion de famille de PMML. Puis, enfin, commencer juste à dire merci aussi de m'inviter dans votre podcast. Je pense que c'est important, puis ça vise les entrepreneurs, puis ça me touche vraiment beaucoup. Fait que avant de faire le saut, le grand saut, là, je pense que c'est important, puis il y a beaucoup d'éléments qu'on aimerait savoir. Fait que oui, ça me fait plaisir justement de compter un peu ce qu'on vient. Premièrement, j'ai bâti cette entreprise-là, bien sûr, avec ma partenaire de vie, partenaire d'affaires, Sana Benzacourt. Sana qui était une femme extraordinaire, avec des grands rêves, avec une éthique incroyable. Puis j'ai eu la chance, premièrement, j'ai une histoire quand même qui est assez un peu plus compliquée quand j'étais jeune. Un milieu modeste, mais pas pauvre, mais modeste quand même. J'avais de la base. Puis, j'ai arrêté l'école en secondaire 3. Et par la suite, bon, pour toutes sortes de choses, donc, tout ce qui vient avec quand tu arrêtes l'école à cet âge-là, 2-3 ans après, j'ai décidé de retourner aux cours adultes à ce moment-là pour finir mon secondaire 5. Ensuite de ça, j'étais arrivé au cégep, j'ai fait mon cégep. Et ensuite, j'étais arrivé à l'université en sciences politiques. Puis, j'ai rencontré Sana dans mon cours de sciences politiques à l'UQAM. Donc, tu sais, j'aime bien le fameux vidéo de Steve Jobs qui parle de connecting the dots. Là. Fait que c'est impossible de voir quand ça se passe, mais après ça, quelques années après, tu peux comprendre pourquoi certaines choses sont passées. Avec du recul. Puis le fait que j'aille lâcher l'école secondaire 3 m'a permis de rencontrer Sana à l'université en même temps, parce qu'elle a quand même 2 ans et demi ou 3 ans plus jeune que moi. Là, fait que, puis en optique de sciences politiques, c'est qu'est-ce que tu voulais faire initialement? Parce que c'est pas en lien vraiment avec l'immobilier directement. En fait, j'avais pas de plan. J'étais à l'université, c'est la seule place que je pouvais rentrer. Okay? La seule porte qui était ouverte. La seule porte qui était ouverte, je vais aller en politique, puis après ça, on verra. Mais j'ai toujours quand même eu de l'entrepreneuriat dans l'âme, parce que quand j'ai arrêté l'école, je travaillais déjà à mon compte, puis j'ai déjà fait quelques business qui ont été correct, là, mais pas nécessairement... Tu vendais de la limonade? Sorte de choses. Similaire. Sorte de choses. Puis, mais à l'âge de 16 ans, j'organisais des voyages de ski. Puis ça payait mon ski, puis ça payait un paquet de choses. J'ai toujours eu ça dans l'âme. Donc, moi puis Sana, à l'université, Sana m'a approché pour une opportunité d'affaires. Okay? Puis c'était du network marketing à ce moment-là. Et donc, elle m'a parrainé. Puis, fait que là, finalement, en travaillant ensemble, c'est là qu'on a commencé à avoir des atomes crochus. Puis, à un moment donné, on a décidé, ça y est, on est ensemble. Puis, 2 semaines après, je l'ai demandé en mariage. Puis, ça s'est fait dans les mois suivants. Wow. Quand tu sais que c'est la bonne personne, la bonne fille, tu n'attends pas. Il faut que tu closes tout de suite. C'est ça. C'est ici. Oui. Puis, mais... Le network marketing, ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment été notre premier saut à l'entrepreneuriat. Parce que oui, c'est de la vente. Tu es travailleur autonome, donc pas nécessairement un entrepreneur que tu prêtes pas de business, mais tu rentres dans un cadre où est-ce que tu es pas les toi-même. En fait, tu rentres dans un cadre où c'est toi-même qui vas mettre tes limites, puis combien de temps que tu vas mettre dans ta business. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que
on a vraiment eu énormément de formation dans le network marketing. Puis on avait des livres audio à toutes. En fait, dans ce temps-là, c'était des cassettes. C'était l'audio à toutes les semaines qui rentraient par des gens à succès dans le domaine. Ensuite, ça, il y avait un livre qui rentrait à tous les mois. Un gros livre sur exemple, le premier livre que j'ai lu sur le développement personnel, c'était La magie de voir grand. Okay. Puis après ça, il y a eu How to Influence and Influence People. Toute cette série de livres-là. Fait que on est rentré et on gobait toute l'information. Moi, personnellement, on voulait vraiment partir en affaires. On avait des grands rêves. Fait que c'est comme ça qu'on est rentré dans le monde de l'entrepreneuriat, sans nécessairement avoir notre propre business, mais en tant que représentant. Puis là, on a commencé à voir le levier que la vente pouvait emmener. Ça commence à être intéressant. Fait qu'on a fait notre chemin. On a arrêté l'université. Fait qu'on a décroché l'université. Puis après ça, on est parti à 100% dans la vente, tous les deux. Wow. Puis la vente, l'immobilier, c'est relié en quelque sorte, mais pourquoi plutôt l'immobilier commercial plutôt que le résidentiel? En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans les fameux livres qu'on apprenait en network marketing, il y avait un livre qui est tombé entre les mains, qui s'appelait Rich Dad, Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Et c'est ce livre-là qui m'a intéressé à l'immobilier. Okay. Et je me rappelle, à ce moment-là, ils vendaient, puis là, on remonte à 20, 25 ans à peu près, 22 ans à peu près. Et dans ce temps-là, il y avait des CD. Puis j'avais fait venir Choose to be Rich. C'était une série qui était faite par Robert Kiyosaki. Et il y avait à peu près une douzaine de CD. Puis là, tu voulais les écrire un après l'autre. Puis à ce moment-là, tu avais des Walkman avec tes mettais dedans. Anyway. Puis j'écoutais ça en répétition. Fait que je me suis intéressé par l'investissement immobilier. Mais là, à ce moment-là, j'étais dans la vente. Je m'intéressais à l'immobilier, à l'investissement immobilier, mais bien sûr, je n'avais pas d'argent pour investir. Donc, je me suis dit, au lieu de vendre des services, parce que je vendais toutes sortes de choses, des services marketing, on a vendu des cellulaires. Dans ce temps-là, il y avait des longues distances qui appelaient. C'est-à-dire, quand tu appelais de Montréal à Québec, tu payais pour ça. Puis on vendait des plans comme ça. Puis, il ne faut pas oublier qu'on retourne 20 ans en arrière. 20 ans, oui, exactement. Puis, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que ça nous a développé toutes sortes de skills. Mais, tu sais, on faisait des commissions de 100 75 150 puis tu en faisais beaucoup, mais quand même. Fait que là, on s'est dit, OK, tant qu'à être dans la vente, on est intéressé par l'immobilier. J'ai dit à Sana, sais-tu quoi, je vais aller suivre mon cours de courtier. Comme ça, je vais pouvoir développer du cash flow, de l'argent, pour ensuite investir. Finalement, c'est que j'ai été faire mon cours. J'ai réussi mon cours. À ce moment-là, j'ai commencé comme courtier hypothécaire pendant 6-8 mois, parce qu'à ce moment-là, tu pouvais faire le cours de courtier immobilier, courtier hypothécaire. Ouais. Et puis, en fait, c'était le même cours. C'était un examen à choix de réponse? Ou... C'était le même cours. C'était, oui, on choisissait choix de réponse, puis tu pouvais devenir... Tu n'avais pas de différence entre courtier immobilier commercial ou résidentiel. Fait que tu avais une licence qu'on appelle aujourd'hui des permis de plein exercice. Où est-ce que tu faisais toutes les, en même temps, de l'hypothécaire, immobilier, résidentiel et commercial. Donc, j'ai commencé comme courtier hypothécaire, mais là, j'ai eu quelques occasions de vendre des maisons ou des plex. Puis j'ai dit, OK, finalement, je me suis ramassé vers les plex. Et par la suite, un an après, là, j'ai vraiment fait seulement du 6 logements et plus. Ça, c'était une bonne décision. Première décision, parce qu'on a quand même beaucoup de business qui venaient à des duplex, triplex. On s'est dit, non, on va faire seulement du 6 logements et plus, vraiment tomber dans le mode commercial. Et après ça, on n'a jamais retourné en arrière. Puis, en 2008, on a fondé PMML. Oui. Puis là, on a parti, en fait, le mouvement qui est aujourd'hui le PMML que tout le monde connaît. Tu sais, ça a été quoi les défis que tu as rencontrés quand tu as commencé avec le PMML? Parce qu'on s'entend, est-ce que tu avais un mentor? Est-ce que tu as quelqu'un qui te montrait le chemin ou ça a vraiment été toi sur le tas qui a appris tout étape par étape? Bon, ça t'amène un bon point par rapport au mentor. C'est que quand on a fondé, parce qu'on était courtier immobilier Sutton, Remax pour 6 mois, après ça, je suis parti chez Sutton. Et j'ai été pendant de 2004 en fait, de 2005 à 2008, j'ai été pour Sutton. Et par la suite, en 2008, on a fondé PMML, mais à ce moment-là, c'était Patrice Ménard Multilogement. Okay? Donc, PMML est l'acronyme pour Patrice Ménard Multilogement.
Et on était, moi, puis Sana, ben, elle n'avait pas encore sa licence à ce moment-là. Ah oui, Sana avait sa licence. Elle a eu sa licence en 2006. Elle a eu 2 ans après moi. Puis à ce moment-là, on était tous les deux. Puis on a commencé à faire juste du multi-res, puis du multilogement. Puis c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas... On a adressé un marché. Nous, on visait, mettons, entre 6 et 24 logements à ce moment-là. Okay. Puis c'était un marché qui n'était pas nécessairement adressé, qui n'était pas organisé. C'est un marché qui était surtout fait par des agents résidentiels. Donc, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? On peut juste faire du commercial, mais sans nécessairement non plus être une multinationale, parce que c'était les seuls qui adressaient le marché. Puis c'est un peu comme ça que PML a pris sa place, parce qu'on a adressé ce qu'on appelle le mid-market. Puis que finalement, ben, 24, ça monte un petit peu, mais le mid-market, c'est des transactions entre 2 et à peu près 25 millions. Okay. Et c'est là que le gros quart des transactions au Québec se passe. Puis il n'y avait personne vraiment qui focussait. Il y avait des multinationales qui faisaient les gros immeubles, puis les courtiers résidentiels, comme nous, dans le temps qu'on était chez Sutton, qui visaient de 6 à 12. Fait qu'entre les deux, il y avait comme un trou. Fait qu'on a vu l'occasion, et c'est là qu'on a commencé à organiser ce créneau de marché-là, puis pénétrer, puis commencer à faire notre nom. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis notre premier employé a été un programmeur, avant une adjointe administrative. Okay. Adjoint ou adjointe, on a commencé avec un programmeur, puis on a développé déjà à ce moment-là, on avait un système avec on appelle ça un extranet, où les clients se loguaient, puis ils pouvaient faire des offres en ligne. Ça, c'était déjà, on remonte à 20 ans en arrière. On était déjà très, très avancé. C'était avant-gardiste, parce que même encore aujourd'hui, quand on a un mentor, exemple en immobilier, on dit première chose, engage-toi un adjoint pour augmenter ta production, et ensuite, tranquillement, tu commences à regarder pour d'autres embauches. Qu'est-ce qui t'a guidé vers un programmeur à ce temps-là? Il y a 20 ans, c'est quand même pas rien, là. Tu voyais déjà des années-lumière en avant de ton temps à ce moment-là. Définitivement, parce que je voulais avoir... tu sais, justement, le marché n'était pas organisé. Tu avais Centris. Puis là, tu sais, on était au début de l'Internet. Bien, pas au début de l'Internet, mais l'Internet est encore très jeune. Il n'avait pas révolutionné le monde des affaires comme ils l'ont fait aujourd'hui, là. On remonte à 20 ans en arrière. Le monde commençait à l'utiliser. Je me rappelle d'ailleurs quand j'ai commencé, je ne dis pas que c'était la norme partout, mais quand j'ai commencé, mon premier bureau chez Remax, il y avait un bottin. Edgar? Non, même pas. Edgar, c'était sur le web. Il y avait un bottin qui rentrait toutes les semaines. Puis c'était tous les immeubles centristes qui étaient livrés dans les bureaux. Okay. Puis là, les clients venaient le lundi soir dans le bureau, puis les courtiers avec le client, puis regarder le fameux cartable MLS qu'il appelait. Puis, bon, mais l'Internet commençait. Puis là, moi, je voyais ça, puis je disais, OK, c'est impossible, je ne travaille pas demain, c'est sûr et certain. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un programmeur et on a développé un système où que les gens se loguaient. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on tous les immeubles présents sur MLS de 6 logements et plus, dans la région de Montréal, parce que c'était juste professionnel, à ce temps-là, on ne travaillait pas à travers la province. Et on faisait les calculs. Donc, nous, on calculait tous les rendements pour chacun. Fait qu'on mettait dans l'extranet la fiche MLS. On mettait un tableur Excel avec tous les rendements que ça pouvait donner. Puis, à côté, fait que tu avais une icône PDF, tu avais une icône Excel, puis à côté, tu avais une icône demande d'information ou promesse d'achat. Fait que les gens cliquaient dessus, faisaient leur offre, il y avait un formulaire à remplir. Nous, on recevait ça, on montait l'offre, on renvoyait l'offre pour signature à ce moment-là. À ce moment-là, il n'y avait pas nécessairement les signatures électroniques, mais tu envoyais quand même par email, ce qui était déjà... Pour faire affaire avec nous, là, tu devais être au moins sur le web, sur l'Internet. Fait que là, les gens l'imprimaient, signaient, la scannaient, le renvoyaient. Puis il y a même des clients, je me rappelle encore d'avoir été chez Bureau en gros, où j'avais acheté 3-4 fax, des petits fax portatifs. Ouais. Puis je les passais aux clients pendant la transaction. Fait que je leur donnais le fax, puis je dis là, voici comment ça marche, voici du papier, voici de l'encre, voici comment la mettre. Puis pendant notre transaction, tout ce que je vais t'envoyer, tu vas le signer là-dessus parce que je ne viendrai pas te voir à chaque fois pour faire signer un document. Puis c'est drôle, mais il fallait le faire. Ben oui. Sinon, tu ne le faisais pas, mais je ne faisais pas affaire avec toi. Fait qu'on avait développé ce système-là. Et là, on faisait des offres à répétition. Qu'on appelait la technique shotgun en ce moment-là. C'est qu'on prenait un client, puis on faisait 5, 10, 15, 20 offres d'achat avec lui, jusqu'à temps que ça fonctionne. Fait que c'était énormément de travail, mais c'était organisé, c'était bien fait, il y avait un beau flow. Fait qu'on a commencé à développer notre volume comme ça. Puis, en dedans de quelques mois, on est devenu les premiers courtiers numéro 1 du bureau. Il y avait même 120 courtiers dans ce bureau-là, juste en travaillant avec les acheteurs.
Oui, juste les acheteurs pour faire des offres d'achat. Mais rapidement, ça c'est peut-être en 2006, en 2008, là, quand on a fondé PML, on a pris la décision, ça et moi, parce qu'à ce moment-là, les commissions commençaient à baisser au niveau du commercial. OK. Puis, bien sûr, en tant que collaborateur, tu n'as pas nécessairement le contrôle sur tes revenus. Fait que Sana et moi, on a fait un grand saut. Puis, je ne sais pas faire le jeu de mots, mais c'est vraiment ça s'est venu naturellement. Là. On a fait un grand saut où est-ce qu'on a dit non, ça y est, nous, on va prendre contrôle de notre business. Puis, au lieu de travailler avec les acheteurs, on a parti à ce moment-là, on a parti Saturn, on a fondé notre propre entreprise, Patrice Ménard Multilogement, puis on travaille seulement avec les vendeurs. Mais là, on avait des transactions à répétition, là, on avait déjà un beau flow, fait qu'il a fallu faire le grand saut justement pour dire non, on s'en va de l'autre bord de la clôture. Puis à partir de demain, nous, on va prendre contrôle de notre paye, nous, on va prendre contrôle de nos listings, puis on va vraiment avoir une business. Parce que tout le monde commence dans l'immobilier, vous savez, tout le monde a essayé comment travailler avec des acheteurs, mais à un moment donné, travailler avec des acheteurs, ça devient essoufflant. Alors que quand tu as l'inventaire, puis c'est toi, puis tu es un agent inscripteur, je ne suis pas le premier à le dire, ça a toujours été, tous les plus grands dans l'immobilier l'ont fait. À ce moment-là, bien, tout le monde venait vers nous. Fait que là, on a commencé à avoir l'inventaire, puis plus que l'inventaire, plus que tu vas aller chercher des clients, plus que tu vas aller chercher des mandats listing. Les gens ne réalisent pas toujours ça, mais le premier chemin d'un vendeur, c'est le chemin d'un acheteur. Parce que tu as un immeuble que tu veux vendre, qu'est-ce que tu vas faire avant d'appeler un courtier? Tu vas regarder qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent quand ça va être vendu. Oui. Après ça, avant d'appeler le courtier, qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder les inscriptions autour, combien que ça vaut ta You propriété. got it. C'est exactement ça, Samuel. Fait que là, tu t'en vas sur le web, fait que ça soit ta maison perso ou que ça soit un immeuble à revenus, tu vas aller voir c'est quoi qu'il y a à vendre. Et là, tu regardes ce qu'il y a à vendre, puis tu te rends compte, tu es dans un secteur, le groupe Lamar, c'est tous les autres qui ont les listings dans ce secteur-là. OK, on va les appeler. Tu as des très fortes chances de te faire appeler parce que c'est toi le king du secteur. Donc, nous, ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que plus qu'on avait de listings, plus les gens nous appelaient, puis c'était une source de leads incroyable. D'ailleurs, c'est toujours la source de leads la plus puissante. Les gens se demandent comment PML on a 800 immeubles en vente commerciale. Il n'y a pas personne au Québec qui en a plus que 100 là, au niveau commercial. Donc, on a 800. Pourquoi? Mais parce que ça l'attire. Puis quand tu commences à comprendre la psychologie d'un vendeur, que le premier chemin, c'est le chemin d'un acheteur, quand quelqu'un t'appelle pour un listing, tu ne peux pas le laisser passer. Parce que c'est peut-être un vendeur qui est juste curieux, qui va t'appeler, poser des questions. Puis des fois, tu es comme pressé, puis tu attends de raccrocher, mais non. Faut que tu restes en ligne, tu sois patient, parce que le gars, là, il est peut-être en train de t'interviewer. Comment tu te comportes en représentant le vendeur? C'est quoi l'information que tu donnes? S'il dit pourquoi il vend, c'est quoi l'information? Comment tu passes le message? Fait que, à chaque fois que quelqu'un qui est appelé par un acheteur, est peut-être en entrevue pour peut-être vendre son immeuble. Et ça, c'est important de comprendre ça. Puis à un moment donné, bien, c'est ça. Fait que c'est un peu le chemin qu'on a pris. C'est ça. Pour les mentors, maintenant, moi, j'ai toujours suivi ça. Vous avez vu dans mon bureau, là, les murales avec Grant Cardone, Gary V, Gary Vaynerchuk et Gary Vaynerchuk, Grant Cardone. On a Robert Kiyosaki, puis Tony Robbins. Ça a été les 4 personnes que j'ai suivies. Fait que mon mentor, à moi, il y en a eu plusieurs, mais ça n'a jamais été des gens physiques. C'est des gens que j'ai écoutés des milliers de fois, en audio, en vidéo, puis je focusais ce qu'ils disaient, puis j'appliquais ce qu'ils disaient, tout simplement. Puis oui, j'ai eu la chance de les rencontrer par la suite en conférence en personne, puis de prendre des photos, puis tout ça avec eux, puis d'aller chercher l'énergie. Mais, tu sais, c'est pas une conférence une fois 3 mois qui va faire la différence. C'est au day-to-day, c'est quoi tu fais, c'est qui t'écoute, c'est quoi tu t'entoures. C'est ça. Puis je pense que pour un entrepreneur, c'est important d'avoir le désir de vouloir s'éduquer, puis le désir de vouloir justement regarder quelque chose de différent puis d'apprendre. Quand on écoute du contenu de Grant ou de Gary Vee ou de Robert, c'est quelque chose qui n'est pas fait ici. C'est fait majoritairement souvent aux États-Unis, en Europe, Québec, on est un petit peu en retard dans le marché sur plein d'affaires. Donc, d'être capable d'avoir une perception différente puis de chercher puis de le vouloir, s'éduquer, c'est ça que souvent qu'on voit qui manque dans le domaine. Puis, tu sais, point de vue, PML est connu pour étant une entreprise qui est très technologique. C'est quoi ta perception de la technologie? Comment ça a changé le marché commercial au fil des années où toi, tu es dans le domaine?
Donc, tantôt, j'ai donné l'exemple par rapport à quand j'ai commencé. Fait que déjà, on avait l'efficacité. Tu sais, c'était, les calculs étaient faits, les clients arrivaient, c'était nouveau sur le marché. Puis quand tu utilises la technologie, il y a deux aspects. Il y a la productivité, mais il y a aussi le côté cool d'être différent des autres. Puis je pense que PML a toujours accroché ce côté-là au marché. On a toujours été innovateur. Fait que là, tu sais, jusqu'à dernièrement. Pour revenir, en fait, là, on va parler du AI en ce moment, puis ce qu'on va lancer dans les prochaines semaines, ça va être hallucinant les prochains mois. Et puis, mais d'abord et avant tout, ce qu'on a fait, c'est, tantôt on parlait de connecter les dots, on ne savait pas à ce moment-là, mais on s'est dit, OK, on a la technologie. Maintenant, ce qui drive, puis on avait notre propre CRM avec... fait que là, ce qu'on a fait, on a dit, OK, on a un CRM, puis là, que ce soit Salesforce, HubSpot, Zoho, Follow Up Boss, peu importe ce que vous utilisez, le CRM va être aussi bon que les données en arrière. Puis, je me rappelle, là, à ce moment-là, c'est qu'on a commencé à, OK, je vais commencer à acheter toutes les transactions qui se passent sur le marché commercial. Dans ce temps-là, c'était un petit budget, puis c'était à Montréal où je travaillais, tu sais. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec la grandeur du Québec, là, mais aujourd'hui, on est des comptes en direct avec le registre foncier, avec JLR, où est-ce qu'il n'y a même pas de demandes qui se font, ça s'en vient, ça rentre direct. Mais, à ce moment-là, on faisait des recherches, puis on allait sur JLR, puis on allait chercher des ventes, puis ainsi de suite. Puis on a commencé à accumuler les données. Mais je ne savais pas nécessairement pourquoi je le faisais. La première chose que j'ai faite, j'ai commencé à faire des rapports de marché. Et puis encore là, c'était la technologie en arrière qu'on a amenée, parce que notre CRM comptabilisait les transactions, on commençait à sortir des ratios, des indicateurs de revenus bruts, des indicateurs de revenus nets, des TGA, des coûts par logement, des prix au pied carré. Et à un moment donné, on a dit, OK, on va exposer ça au marché. Et là, on a créé de la valeur encore. On était les premiers à sortir des rapports. Et là, les gens sont venus. Fait que, tu sais, quand on dit « money follow attention », là, ça, c'est encore là, c'est Grant qui le dit, Gary Vee dit aussi we day trading attention », ça, c'est ce que Gary Vee dit. Puis, comment avoir l'attention du marché. Fait que pour nous, la technologie a toujours été comment je peux aller chercher l'attention du marché, mais aussi comment que je peux être plus efficace. Fait qu'il y a toujours ces deux aspects-là jusqu'à aujourd'hui. Puis là, par la suite, on a continué à utiliser ces databases-là. Puis aujourd'hui, on a développé des algorithmes incroyables où est-ce qu'on peut prédire qui va se mettre en vente dans les prochains mois, littéralement. Puis vous avez dit que vous avez engagé votre premier programmeur en 2008 quand vous avez fondé PML ou juste avant? En fait, avant. Avant ça? Oui, en 2006, en fait, le premier. Puis à ce moment-là, tu as acheté Sutton, je me rappelle, puis on avait déjà notre premier programmeur. Est-ce qu'il travaillait dans vos bureaux? À ce moment-là, on travaillait chez nous. OK. Puis lui, il travaillait chez eux. Puis ça, c'est une autre affaire. Il n'y a pas personne qui va pouvoir bâtir une business de chez eux. Je vous le dis, puis je sais que c'est très populaire, mais une business, ça se bâtit en groupe, dans un emplacement d'affaires. Puis c'est comme ça que vous allez pouvoir scaler. Je crois qu'un courtier peut être un très bon courtier à partir de chez eux, comme que j'ai fait avec Sana. On avait quand même un gros volume, on travaillait de chez nous. Mais la journée que je suis sorti de mon salon puis de mon sous-sol pour aller dans un bureau, c'est la journée que j'ai commencé à développer une belle entreprise, puis une vraie entreprise, quelque chose qui va fonctionner. Puis au départ, là, je me rappelle, là, ça a été on parle de grand saut, mais ça ne se fait pas nécessairement comme ça, du jour au lendemain. Puis, je me rappelle, Sana et moi, on travaillait de chez nous, puis on était rendu à avoir 4 ou 5 employés à temps plein qui travaillaient du bureau. On ne voulait pas travailler au bureau, on travaillait encore chez nous, mais nos employés. On était entre les deux, on allait voir le matin, prendre un petit café, on retournait travailler chez nous, on revenait en fin de journée. On est habitué dans nos habitudes. Hein? Écoute, la réalité, c'est que la journée que je suis arrivé, puis c'est vraiment le cas, là, à ce moment-là, on louait des bureaux chez Regis, des centres d'affaires. Puis la journée que je suis arrivé au bureau, quelques mois après, on était rendu, au lieu de 5-6, on était rendu 12. Je me rappelle encore 14. Puis là, les bureaux chez Regis, c'était 1 000 chaque. On avait 14. C'était 14 000 par mois. Là, je dis, il est peut-être temps que je commence à me prendre mes propres bureaux à ce prix-là. Et fait que là, Sana et moi, on a comme un gros coup de nervosité, d'études et de pensée, parce que encore là, il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Premier gros coup fixe. On a dit, OK, alors on va prendre des bureaux, puis on a pris nos bureaux au Centropolis. Ça a été les premiers bureaux PML. Puis aujourd'hui, on a 8 dans la province, à travers la province, dans toutes les régions. Ouais. Puis avec votre premier programmeur en 2006, vous êtes rendu à combien de programmeurs aujourd'hui, par exemple, en parlant d'innovation, tout ça? J'imagine que ça va demander beaucoup de...
on a eu toute une couple d'apprentissage. Encore là, si on peut créer de la valeur aux gens, c'est que, tu sais, j'avais été voir puis ça amène un super point. C'est pas évident d'engager un programmeur parce que c'est le programmeur senior chez nous, celui qui est chef de tout ça, c'est quelques centaines de milliers de dollars par année. OK? C'est pas dit 100 000, là, quelques centaines. OK? Mais c'est des cerveaux où est-ce qu'il comprend en plus, il connaît les programmations, il connaît l'immobilier, c'est priceless. Mais pourquoi j'avais décidé d'investir là-dedans? Puis je suis content aujourd'hui. Je me rappelle, j'étais en 2016, j'étais à San Francisco. Puis j'avais fait une conférence qui s'appelle Inman Connect. Ouais. Inman, en tout cas, I-N-M-A. En tout cas, mettez le lien, s'il vous plaît, dans les remarques. Mais Inman, c'est la conférence annuelle qui est faite pour les courtiers immobiliers. Puis tous les courtiers d'Amérique du Nord s'en vont là. Puis je me rappelle, en 2016, j'avais été voir la conférence, puis c'est tous des gros speakers de l'industrie. Puis je me rappelle encore Gary Keller, qui est le fondateur de Keller Williams. Il est en avant, puis c'est tout un personnage, tu sais, qui est quand même, le monde, il est très respecté dans l'industrie. Puis Gary Keller, il avait dit, développez votre propre technologie. C'est important de posséder, de contrôler sa technologie. Puis ça avait resté là. Puis là, je me disais, attends un peu, là, il va falloir que je développe ma propre technologie. Mais tu sais, quand tu as une équipe de 5, 6, 7 personnes, en 2016, on devait peut-être, je ne sais pas moi, une dizaine, 10, peut-être 15. Développer sa technologie pour 15 personnes, alors que tu peux payer 400 $, 500 $ par mois par personne pour avoir un système incroyable sur Salesforce, HubSpot et compagnie, tu sais, tu te dis, attends un peu, là. C'est pas évident. Puis, mais ça m'avait marqué. Puis, étant donné que j'étais déjà un passionné de technologie, je dis non, moi, je fonce, je développe ma propre technologie. Fait qu'on a développé notre propre CRM, un CRM qui était bâti sur mesure pour l'immobilier commercial. Parce que la majorité des CRM, les gens ne réalisent pas, mais si tu prends un HubSpot, Salesforce, puis ça n'a rien à voir, ils sont tous pareils, c'est que une des réalités du courtage immobilier, c'est que les gens dans la même entreprise font des transactions ensemble. OK? Donc, souvent, ces murs-là, où tu as accès aux informations d'un client, bien moi, je ne veux pas qu'un courtier qui représente un acheteur, un courtier qui représente un vendeur, même si c'est un CRM qui est commun, ne peuvent pas accéder aux opportunités des autres. Puis, il y avait plein de barrières dans ces systèmes-là où est-ce que ça peut être possible. Peut-être que depuis ce temps-là, ils ont réglé la situation, mais je me rappelle que ça avait été un bloquant. Fait que là, on a focusé. Mais là, si tu fais le calcul à ce moment-là, peut-être de 400 $ par mois, pour avoir exactement avec la sécurité, tout ce qu'on avait besoin et tout, parce que ça coûte 200 $ par mois, mais écoute, tu commences à adder les technologies de sécurité, le AI et tout ça, ça monte. Ça montait à 400 fois 10, ça donne 4 000 $, par mois. 4 000 fois 12, on tombait à 48 000 par année. Tu sais, jusque-là, c'est pas si pire. Mais aujourd'hui, on est plus de 160 dans l'entreprise. Et tu fais 160 fois 500 $ par mois aujourd'hui, ce que ça coûte, fois 12. Puis là, tu ne possèdes rien encore. Tu es dépendant des changements qu'ils vont faire. Tu es dépendant des trucs. Puis là, la réalité de notre business, c'est que tu veux être agile, tu veux réagir rapidement. Tu as l'AI. Oui, l'AI, est-ce qu'on va prendre le Einstein de Salesforce ou on va développer notre propre AI? Ou est-ce que c'est juste une copie de ChatGPT qui vont sortir, puis ça fait sexy, ils sortent tous des produits AI, mais est-ce que vraiment ça crée de la valeur au courtier? Est-ce que vraiment ça crée de la valeur au client? Donc, toutes ces années-là après, je suis tellement content d'avoir développé ma propre technologie. Et aujourd'hui, on a passé par plusieurs étapes. Pour répondre précisément à ta question, combien de personnes qu'on a, on a passé par 2, 4, 5 programmeurs. Là, aujourd'hui, la décision qu'on a prise, c'est qu'on est resté à 2 programmeurs seniors. Et en fait, on a un troisième. On a 3 présentement, 3 programmeurs. Il y en a un autre qui est à temps plein, qui travaille pour nous aussi, mais de l'externe, mais il travaille à temps plein pour nous. Puis après ça, on donne selon le projet. Comme là, on vient de refaire notre application mobile, notre CRM sur le mobile. Bien là, on a donné le contrat à une compagnie qui spécialise dans le mobile externe, supervisé par les seniors qu'on a, qu'eux autres vont juste superviser puis ont des équipes. Fait qu'au total, on a toujours peut-être
6, 7, 8, 9 personnes à temps plein qui travaillent sur notre technologie. On est content parce qu'aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'on est en train de développer là, au niveau du AI. Là, on est 31 octobre. Il y a 2 semaines, j'ai fait une présentation au Sommet immobilier de Québec devant peut-être 400 personnes, où est-ce qu'on a présenté le AI de PMML, où est-ce qu'on s'en va au niveau du service, comment les courtiers vont s'en servir et bien sûr, comment aussi on va créer la valeur au marché, ce qui reste dans la philosophie de PMML. Comment un investisseur va arriver sur le site de PMML, slide sur l'AI, puis il va pouvoir dire, je cherche un immeuble industriel dans la région de Montréal, c'est quoi les ratios moyens, combien le prix au pied carré, qu'est-ce qui est mieux, l'industriel lourd, léger, puis de commencer à rentrer en détail, puis de commencer à interagir avec le AI. Fait que ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, si on n'aura pas notre propre CRM, qu'on ne contrôlerait pas. Puis tellement que l'AI va prendre d'importance, encore là, je connecte les dots aujourd'hui, je suis content d'avoir développé notre propre technologie. Parce que c'est incroyable ce qu'on est en train de développer. Tu es avant-gardiste du point de vue technologie, mais la technologie sans le data, ça ne servirait pas à grand-chose à la fin de la journée. Puis des fois, dans le marché, on entend du open data, du big data. C'est quoi la différence? Puis comment est-ce que tu utilises ça dans ta business pour apporter ça à un autre niveau? Yeah. Super question. Le data, encore là, ça fait 15 ans que PML achète toutes les transactions immobilières au Québec commerciales. Tous les immeubles multirésidentiels, commerciaux, bureaux, commerce de détail, terrain. Le terrain, ça fait peut-être 7 ans qu'on achète tout. Tous les financements commerciaux. Parce que tu développes une technologie, un CRM, mais si tu n'as rien pour le populer, ça ne vaut rien. D'un autre côté, tu as bien beau acheter une database, si tu n'as pas un CRM pour le faire fonctionner, ça ne vaut rien non plus. Donc, les gens nous traitaient de fous quand on achète toutes ces données-là, puis on ne savait pas, l'AI n'existait pas à ce moment-là. Aujourd'hui, que l'AI arrive, on dirait que c'est connecter les dots encore, ça a été créé exactement pour le modèle puis la database qu'on avait. On a eu un gros reality check l'an passé. On s'en va, on est en 2024, le 31 octobre 2024, on s'en va à l'été, en début juin 2023, on s'en va au Collision Conference de Toronto. Ça, c'est la plus grosse conférence technologique qui se passe au Canada. Puis, on s'en va là, moi, Sana, puis 3 personnes de l'équipe, une équipe de technologie, puis Gabriel Mainville, notre directeur des opérations. Puis on s'en va à Toronto, puis là, on arrive là-bas, excité, le AI, tout le monde parle d'AI, et là, wow, c'était incroyable. Puis là, nous, on s'en allait trouver la recette parfaite pour le AI, pour l'appliquer. Puis tu sais, vraiment excité. Je peux être geek de temps en temps, là, puis être capable de m'amuser dans une genre de conférence comme ça. Puis, ça a été un coup de masse pour nous autres. Ça a vraiment frappé dur. Ah ouais? Vraiment. Du bon côté ou du mauvais côté? Sur le coup, ça a fait mal. Aujourd'hui, on est content qu'on ait été là pour voir. Parce que, pour faire du chemin, ce que tu as posé comme question, le data, le CRM, c'est que ce qu'on est arrivé, on est arrivé là-bas, puis finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucun... L'AI est une technologie littéralement très simple. On pense qu'elle est compliquée, là, mais je veux dire, n'importe qui travaille dans la programmation va être capable de développer un robot conversationnel. C'est avec quelques plateformes de base, là, mais va être capable de développer quoi. Mais en allant là-bas, on s'est rendu compte que oui, le AI, tu sais, trouver le bon robot qui va faire fonctionner. Finalement, on s'est rendu compte, non, il n'y a pas de magie. La seule chose qui parlait là-bas, c'est la database en arrière du AI. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est là que ça a fait mal, c'est que notre database n'était pas structurée pour parler comme il faut avec un robot AI. Donc, c'est ça qui a été un coup de masse pour nous. Mais, bon, c'est plate, OK, on fait du chemin en arrière, on recule, parce que là, on est revenu à Montréal, on a tout restructuré notre database comme il faut. C'était un projet d'1 an. Mais quelque chose que je suis fier, pour revenir encore à ce qu'on disait plus précédemment, de posséder sa propre technologie. Puisqu'on n'était pas dépendant de database de quelqu'un d'autre, puisqu'on avait notre propre database, notre propre technologie qui roulait ce database-là, on était capable de la restructurer comme ça. Bien, comme ça a pris 1 an, mais d'avoir un plan assez rapide et de contrôler 100% de ce qu'on faisait. Donc, aujourd'hui, 1 an plus tard, bien, on présente notre AI. Puis,
pourquoi quelqu'un viendrait sur le PMML AI pour avoir une information sur l'investissement immobilier commercial versus sur ChatGPT? Bien, encore là, ça aussi, là. Fait que là, tu décides de faire ça, tu compétitionnes avec qui? ChatGPT. Fait que là, tu dis, OK, pourquoi quelqu'un viendrait sur PMML AI? Qu'est-ce qu'on peut créer de valeur? Et là, bien, on a travaillé, puis c'est pas fini, c'est un travail, là. C'est que sur le PML AI, les informations vont être beaucoup plus précises, beaucoup plus justes. Parce qu'un des problèmes de ChatGPT que j'utilise à profusion passant est que quand il n'y a pas les réponses, il l'invente. OK? C'est vraiment ça, là. Et il appelle ça des hallucinations dans le domaine du AI. OK? Fait que ChatGPT va halluciner des informations. Puis, bien, il prend quelque part, mais est-ce que le niveau qui est relié avec vraiment ce que tu veux? Véridique. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois. Tu lui demandes une question, il donne une réponse, tu fais analyser le document, tu vas vérifier. Il m'a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Là. Puis là, tu le challenges, puis ça prend 2-3 fois avant qu'il te dise « Ah, OK, non, j'avais fait une erreur, c'est pas vrai. » Fait que c'est assez capoté. Ce que tu viens de dire là, Samuel, c'est justement, ça a été un de nos défis dans le développement du AI. Nous, ce qu'on a montré à notre propre robot, c'est quand tu n'as pas réponse, dis que tu n'as pas réponse, au lieu de l'inventer. Mais ça, c'est beaucoup de travail en arrière, dans le back-end. Fait que là, en ce moment, on est fiers parce qu'on va lancer de quoi qui ne sera pas parfait, puis ça va être un projet d'entreprise, où est-ce que là, en ce moment, les courtiers ont accès, où est-ce qu'ils vont donner du feedback, des informations. Puis c'est tellement bien relié au database que l'important, c'est le database. Le meilleur exemple, j'ai quelqu'un l'autre jour qui me demande, j'étais ici dans la salle de conférence, il me dit, Patrice, regardons, on teste. Quelle information tu veux? Le gars, il dit, j'aimerais savoir des informations pour Valleyfield. Parfait. Fait que je rentre dans l'AI PMML, je sors, c'est quoi le TGA à Valleyfield? Pouf, il me le sort. C'est quoi le coût par logement? Bang, il me le sort juste. Pas parce que tu vas chez ChatGPT, il va dire en temps et temps. Là, il te le sort précisément. Ensuite, j'ai dit combien de transactions qu'il y a eu à Valleyfield. Il sort la réponse, il écrit une. Pendant un temps. Je dis, mais non, ça ne marche pas. Fait que là, j'étais avec la personne, puis bon, je ne sais pas comment j'ai patiné ça, c'est correct. Suite après, je m'en vais voir Gabriel, directeur des opérations. Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que là, il dit, encore une fois, moi, j'essaie de challenger. Il m'a dit, il y a un problème avec les AI. Je dis, non, Pat, il n'y a pas de problème avec les AI. Ce qu'on a développé est bon. Le problème, c'est le database. Si tu vas dans le database, puis là, tu ferais une recherche normale, c'est parce que dans le database, on avait une erreur. On avait un champ qui s'appelait Salaberry de Valleyfield, puis on avait un autre champ qui s'appelait Valleyfield. Fait qu'il s'agit qu'une personne, à un moment donné, qui a rentré l'information dans Valleyfield au lieu de Salaberry Valleyfield. Fait que moi, l'AI, il répondait exactement à ce que le database disait. Il était correct, l'AI. C'est juste c'est notre database en arrière où est-ce qu'il y avait 2 villes puis il y en a qui manquaient. Fait que c'est intelligent, mais ça ne l'est pas. Ouais. Ça va être aussi intelligent que toi que tu vas le rendre en arrière. Fait que ça, c'est un des exemples, mais c'est un des défis qu'il va avoir. Mais ça va complètement révolutionner notre business. Ça va amener notre travail à un autre niveau. Quand j'ai commencé, les gens disaient l'Internet va remplacer les courtiers, vont remplacer les courtiers d'assurance, vont remplacer. Puis, à ce moment-là, je me rappelle, je commençais, là, puis certaines personnes, j'avais 30 ans quand j'ai commencé, puis je voyais certains courtiers un peu plus âgés que moi à ce moment-là, puis Internet, non, là, tu sais, puis... Mais les courtiers, puis il y en a un autre aussi de la même âge, qui se sont dit, non, on croit en ça, l'Internet, nous. Fait que ceux qui ne se sont pas adaptés à l'Internet, on n'entend plus parler. Les courtiers qui se sont adaptés à l'Internet, bien aujourd'hui, ont eu des business incroyables. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. C'est une question de mindset, de s'adapter aux nouvelles technologies. Puis ces mêmes courtiers-là qui se sont habitués à l'Internet, qui ont travaillé avec des sites web, mais puis ces mêmes courtiers-là qui ne se sont pas adaptés aux médias sociaux, bien, aujourd'hui, les rockstars de l'immobilier, du courtage, c'est tous des gens qui sont excessivement présents dans les médias sociaux. Puis ceux qui n'ont pas pris la vague des médias sociaux, bien, tranquillement, sont en train de s'effacer, sont peut-être présents. Il faut savoir s'adapter. Et on va faire du chemin un peu plus. Les courtiers qui ne s'adapteront pas au AI vont disparaître. Ceux qui vont prendre la courbe du AI vont prendre un edge incroyable. Donc, si tu ne te renouvelles pas, si tu ne suis pas la technologie, c'est évident que tu deviens irrelevant. C'est l'expression se dit mieux en anglais, là. C'est-à-dire que tu n'es plus d'actualité. Puis, tu perds ta valeur un peu. Tu n'es plus la référence. Oui. Donc, la technologie ne remplacera jamais l'humain,
mais l'humain qui n'utilise pas la technologie va disparaître. Fait que c'est un peu ça qui est l'objectif avec la technologie, puis pourquoi que ça me passionne tant que ça, pourquoi que c'est important de suivre. Puis bien sûr, la technologie ne fait pas la job à elle seule, mais tu ajoutes ça avec la rigueur, avec des processus, avec du branding, du marketing. Le branding est très important. Le branding PML est incroyable, là, vous le savez. Si tu es dans l'investissement immobilier, tu ne peux pas passer à côté. Bien, c'est excessivement puissant, là. Le branding est encore plus puissant que le marketing. Mais le marketing est important aussi. Puis justement, c'est un bon point que tu apportes là, tu parles de plein de sphères qui sont toutes interreliées, le branding, le marketing, s'adapter avec toute l'énergie, tout ça. Comment est-ce que toi et Sana, avec PMML, vous avez réussi à porter tous ces chapeaux-là pendant un certain nombre de temps, puis tranquillement déléguer sans en laisser un trop aller, une de ces sphères-là que vous devez chapeauter en tant qu'entrepreneur? Bonne question. C'est qu'à un moment donné, c'est sûr qu'à travailler 15 heures par jour, à un moment donné, tu réussis à faire tout. C'est ce qu'on a fait. Puis, à un moment donné, bon, là, on a commencé à s'entourer, avoir des gens compétents. Comme tu sais, ça fait que je pense que des gens font l'erreur de dire « Ah, moi, je vais m'entourer d'une bonne équipe. » Mais ils n'ont pas encore de business. Développe la business jusqu'à temps que tu n'aies plus le temps de le faire, puis à un moment donné, ça va vraiment te rentrer dans la face. Tu vas dire « OK, là, il est temps que j'arrête parce que je fais des erreurs. » Puis là, tu vas pouvoir déléguer le travail. Mais je ne crois pas que développer une équipe, puis ensuite la business va arriver. Je pense qu'il faut que tu développes la business, puis ensuite, tu développes l'équipe. C'est important, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, ben moi, je suis en train de développer mon équipe, là, vous allez voir. » Non. Fais ce qu'il y a à faire. Quand tu n'as plus le temps de le faire, tu vas t'en rendre compte par toi-même. Ça part de toi initialement, il faut que tu sois aussi le modèle puis, pour guider les gens. Si tu n'as jamais fait le chemin avant, tu ne peux pas espérer que l'autre le fait pour toi. Puis il y a un point souvent qu'on voit pour tout entrepreneur, c'est qu'ils cherchent aussi le next big thing. Ils vont regarder c'est où que je peux me lancer, que j'ai la chance de faire un court-circuit le plus rapidement possible. Donc, d'être innovateur, si on veut, mais à quel point c'est important d'avoir des bases solides avant justement de te lancer et d'essayer de créer des nouvelles technologies ou créer quelque chose, de réinventer la roue, si je peux dire. Tu travailles avec des courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires tous les jours, nous aussi, puis on le voit, je veux dire, on cherche le raccourci, mais en vérité, il n'y en a pas. C'est vraiment de mettre en place une base solide, puis en fait d'apporter du renouveau dans ce qui existe déjà, puis de le changer, de l'apporter, puis de le rendre plus facile, d'enlever des étapes, de simplifier le processus pour un client, puis d'amener ça à un autre niveau. Qu'est-ce que tu dirais qui, toi, a été un power move pour PMML? On a parlé du AI, c'est un power move pour PMML, mais qui a fait en sorte que la business a cliqué, puis bang, ça a augmenté. OK. Le premier power move, bien sûr, ça a été, je ne me répéterai pas, là, mais technologie, données, de mélanger ça ensemble, d'exposer mon expertise au marché avec les rapports de marché. Quand j'ai commencé à faire des rapports de marché, j'ai eu l'attention du marché. Parce que tu peux avoir la meilleure technologie, la meilleure base de données, mais si personne ne te connaît, c'est pas bon. Fait que ça prend aussi de se faire connaître et d'évoluer là-dedans. Parce qu'on a parlé d'évolution dans la technologie. Je peux te dire qu'au niveau de l'attention du marché, PMML ne lâchera pas la balle, là. On était les premiers à faire du rapport, on a eu l'attention de tout le monde. J'ai été sur toutes les plateformes, on m'a invité à faire des conférences devant 300, 400, 500, 600, 1000 investisseurs au Forum Immobilier de Montréal, entre autres Sommet Immobilier de Montréal, Sommet Immobilier de Québec, à Toronto. Donc, j'ai eu l'attention des gens à cause de mon rapport. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est déjà ces plateformes, les médias sociaux sont arrivés. Puis j'ai été un des premiers au Québec à utiliser, à faire des vidéos. Je ne sais pas vous vous rappeler, j'étais dans mon auto, j'avais Luc Poirier, avec Récord Tamanche, avec... Dans l'auto, en 2 rendez-vous. En 2 rendez-vous avec ma GoPro. Ouais. Puis je comptais les histoires à succès. Fait que j'ai été chercher l'attention. Pendant que j'avais déjà l'information, j'étais déjà sur les plateformes en tant que conférencier, à cause de mes rapports, mes données, mon expertise, j'étais l'expert. 2, j'ai été chercher l'attention. Et là, on ne parle plus de 1000 personnes dans une salle. Oui, ça amène une crédibilité d'avoir 1000 personnes physiques devant toi. Ouais. Mais la journée que tu fais une vidéo, puis là, dans les premiers temps de Facebook, j'étais le seul à le faire avec mon algorithme, monté à 20 000, 25 000, 30 000 en dedans de quelques heures. Puis, parce que j'avais le underprice intention. OK? Puis, donc, ça, j'ai innové. Les premières vidéos, médias sociaux, après ça, les stories arrivées. À ce temps, bon, ici, on a PML TV, qu'on a créé 800 épisodes sur PML TV, mais après ça, bien là, il a commencé d'avoir les shorts, les vidéos, les reels, les stories. Fait que moi et Sana, les gens qui nous suivent, je vais dire, comment vous faites faire tout ce que vous faites? Encore là, c'est du branding, c'est ça, c'est qu'on documente ce qu'on fait, c'est la réalité, là. On n'invente rien, c'est ça, là. Mais on documente.
Fait que là, les gens vont vouloir faire affaire avec nous juste pour suivre quelqu'un qui avance comme ça. Les gens cherchent des gens à s'associer à des gens qui avancent. Ouais. Fait que ça l'emmène quelque chose de bien. Fait qu'on s'est renouvelé. Encore là, le AI s'en vient. Est-ce que les gens vont aller chez ChatGPT? Moi, je veux aller qu'ils viennent sur PML AI. S'ils viennent sur PML AI, je vais avoir l'attention des gens. On va le donner, ça va être gratuit. Ça a renforcé ton brand. Ça va renforcer le brand. Donc, de se renouveler, de toujours innover, de toujours... Enfin, ça a été important. Puis là, on parle de technologie, on a parlé d'attention. Et par rapport à ta question, ce que le Power Move que PML a fait a vraiment été... Le premier Power Move, ça a été de commencer à faire du courtage hypothécaire. Puis, on était en 2017 à ce moment-là. PML était déjà rendu une quinzaine de personnes. Et là, on a commencé avec William Duvernay. Ensuite, Alex Gagné, que vous connaissez. Et là, on est devenu une entreprise où est-ce que... Au départ, on n'avait pas vraiment... Tu sais pas, tu fais des choses par intuition. Bien, tu calcules des choses aussi, mais une bonne intuition, hey, ça va être bon. Ils vont travailler avec des courtiers immobiliers, ils vont se faire la passe d'un bord et de l'autre. Puis l'objectif premier était d'aller bien faire nos dossiers. À William, je me rappelle encore. On était moi, François Thierry, on avait déjà un gros volume, 4-5 courtiers ensemble. Puis on dit, viens avec nous autres, tu vas faire nos dossiers. Aujourd'hui, PMML, 95-97% des dossiers qu'on fait n'ont rien à voir avec le courtage immobilier. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu développes, tu crées de la valeur au marché. Mais pourquoi ça a été un power move? Aujourd'hui, on est bien sûr le plus grand cabinet hypothécaire commercial au Québec, mais c'est que ça a emmené une diversification de revenus. Fait que quand tu es rendu une grande entreprise par PML avec des millions de dollars par année de frais fixes, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que quand il est arrivé en 2023, la crise, ou que dans l'immobilier commercial, même résidentiel aussi, M. Bouvard qui me disait, mais dans l'immobilier commercial, les transactions ont baissé de 40 Ça a été pareil au résidentiel. Pareil au résidentiel. Fait qu'imagine-toi, tu as tous ces emplacements-là partout au Québec. Les gens, on a 50 employés pour supporter les courtiers. 50 employés, là. Il n'y a pas beaucoup d'agences immobilières. Je ne pense pas qu'il y en ait au Québec qui ont autant d'employés. Fait que, et là, tu as tout ça, puis là, tu as 40 de moins de revenus qui arrivent au niveau immobilier. Mais à cause du courtage hypothécaire, que lui n'a pas baissé, mais a quand même, n'a pas augmenté de façon incroyable parce qu'il y avait moins de transactions d'acquisition, mais les refinancements étaient là pareil. Donc, le fait d'avoir diversifié nos revenus avec le courtage hypothécaire a permis de passer l'année 2023 sans avoir aucun problème. C'était plate parce qu'on n'avait plus de croissance qu'on a eue dans les dernières années, mais tu vois, en 2023, on a baissé, puis là, en 2024, on a rattrapé complètement ce qu'on avait perdu en 2023. Malgré la crise. Fait que je me suis dit, le fait d'avoir l'hypothécaire, l'immobilier, puis là, je ne peux pas le dire en ce moment, mais on travaille sur un troisième service, Connex, et ce qui va être intéressant, c'est que c'est vraiment, ça donne une diversification de revenus. Puis quand c'est connecté, c'est des courtiers. Ce qui est intéressant aussi, c'est que peu importe ce qui se passe au marché, c'est bulletproof. Parce que les grands, tantôt, c'est important là, pour une entreprise, c'est d'être quand tu deviens à un certain niveau, où est-ce que tu vas chercher différentes sources de revenus, puis ça te permet de passer à travers les situations. Donc, je pense que ça a été un power move pour PML de courtage hypothécaire. Puis le dernier power move qu'on a fait, ça va être, c'est bien sûr l'actionnariat d'entreprise, où est-ce qu'on ouvre à partir de 2025 un plan d'équité sous la croissance, la plus-value de PML qui va être ouvert au courtier. Ça, c'est un des points que je voulais aborder parce que, tu sais, on parle du grand saut, c'est ça le but du podcast, c'est de parler aussi des défis qu'on a rencontrés au fil de notre carrière et de sécuriser des gens à long terme dans une entreprise. Moi, j'ai eu un défi comme ça au début avec sécuriser des courtiers qui sont travailleurs autonomes, à vouloir pousser une entreprise qui n'est pas leur brand parce qu'il y a certains, ils veulent avoir leur visage, ils veulent avoir leur nom, etc. Comment tu as fait face à ça? Parce que les gens qui sont avec toi, c'est des gens qui sont là depuis le début, qui ont monté l'entreprise littéralement avec vous, qui ont apporté ça à un autre niveau. Comment tu as fait pour leur donner de la valeur au fil de toutes ces années-là, qui faisaient en sorte que pour eux, ils gagnaient aussi au fil de toutes les années? Bonne question. Puis je sais que les boys, vous êtes là-dedans en ce moment, vous développez, puis félicitations pour ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Vous m'avez donné certains chiffres à notre rencontre précédente, puis je trouve que vraiment fier de vous autres. Parce que vous avez dépassé le seuil le plus difficile en ce moment, où est-ce que vous êtes rendu. Puis ça, je vous le dis, là, si moindrement vous restez focus, ça va juste se multiplier. À partir du moment
que tu crées un environnement, nous autres on appelle ça l'écosystème PMML, où est-ce que les gens qui viennent dans l'environnement, c'est des entrepreneurs. Puis là, c'est un autre point aussi qui est important chez PML. Quand je rencontre un courtier, je lui dis clairement, je ne cherche pas un courtier lifestyle. Je cherche un courtier qui veut développer une entreprise de courtage. Fait que si tu viens chez PMML, c'est vraiment pour développer une business. C'est pas de l'immobilier à temps partiel ici. Puis ça, pour moi, c'est un facteur important. Fait que là, déjà là, je vais chercher une gang de gens, justement, qui sont entrepreneurs, puis des gens qui veulent. L'autre chose que j'aime pas, je suis un gars qui est hyper motivé. Je vais dans toutes les conférences, mais je ne veux pas être un motivateur pour quelqu'un. Je veux être un stratégiste, je veux être un coach, je veux être un mentor, je veux inspirer les gens, mais j'ai pas besoin, je veux pas avoir des gens qui vont être obligés de me motiver le matin à se lever de leur lit. Ça, c'est super important. Fait qu'à partir du moment que tu vas chercher les bonnes personnes, puis tu crées un environnement où est-ce que ces gens-là vont pouvoir développer leur propre entreprise, faire leur propre horaire, faire leur propre seuil de revenus qu'ils veulent aller chercher. Puis tu crées la valeur, puis tu focuses ces gens-là, puis tu deviens au service, puis de travailler pour ces gens-là, et non pas eux qui travaillent pour toi, mais que toi, tu travailles pour eux. Je pense qu'à partir de ce moment-là, les gens le ressentent. Et quand les gens ressentent ça, que tu travailles vraiment pour eux, bien, ça va faire la différence à la fin. Puis, je pourrais donner plein d'histoires de succès chez PMML où est-ce que quand tu prends des gens qui font 70 000 par année, tu les emmènes à 700 000 par année, ou est-ce que des gens qui font 100, 150 000 par année, tu les emmènes à plus d'1 million par année, et il y a des gens qui ont facturé 2 millions, des gens qui facturent 3 millions. Fait qu'il faut que, à un moment donné, que tu aies un système qui est plus que le coaching. Et de développer, puis comment garder ces gens-là, parce que c'est tous des entrepreneurs, il faut que tu crées un système où est-ce qu'à un moment donné, au départ, le coaching de Patrice a une grande valeur chez la personne. Mais à un moment donné, et c'est le cas, il y a beaucoup de courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, chez PML, qui connaissent beaucoup mieux le courtage hypothécaire, le courtage immobilier que Patrice, dans les opérations. Okay? C'est sûr que dans la gestion des situations et tout ça, je suis rendu à un autre niveau, il y a la cumulité, mais c'est ça. Mais j'ai créé un environnement où est-ce que c'est une culture d'entreprise de collaboration, il y a un bien-être d'être ici, une technologie qui est unique, qui n'est pas remplaçable, un database incroyable, encore là très puissant, où les gens savent qu'on investit. On a trouvé une façon aussi où est-ce qu'on va avoir des employés, des analystes qu'on appelle, puis qui vont être capables de supporter les courtiers dans leur travail. On a des gens légaux qui vont supporter quand ça devient compliqué, des gens en marketing, le branding. Fait que là, quand tu as tous ces éléments ensemble, c'est ça créer une entreprise. Fait que le courtier qui vient, qui veut être maître de son temps, avoir aucun plafond au niveau des revenus, mais qui rentre dans un environnement où est-ce qu'il va développer sa propre entreprise, être capable d'emmener ça à un autre niveau, c'est là que tu crées la valeur des gens, puis tu bâtis en relation, toute une question de relation, parce que je sais que tous les champions de PMML peuvent demain matin gagner leur vie sans problème, sans PMML. Puis à partir du moment que tu ne prends pas pour acquis que ces gens-là ont besoin de toi, et qu'au contraire, tu les sers comme le jour 1, bien, ça reste. Il va y avoir des départs, ça peut arriver, toutes sortes de choses. Les gens dans la vie cherchent d'autres choses, vont, tu sais, c'est dans du courtage, peut-être faire plus d'investissement immobilier, puis c'est bien correct. Mais oui, la grande majorité des gens qui ont commencé avec nous au début sont encore là aujourd'hui. C'est ça que je trouve impressionnant. Félicitations. Vraiment, c'est ça que je trouve impressionnant. Souvent, puis je pense que c'est là la grosse différence, la grosse valeur ajoutée, c'est le fait que c'est pas juste un coaching, mais c'est plutôt un amalgame d'outils qui est offert aux courtiers, qui leur permet de continuer à se développer à la hauteur de ce qu'ils veulent développer. C'est quoi ta vision à toi de l'immobilier dans les prochaines années? On a eu l'année passée un marché un peu différent et là, ça commence, il y a eu des ajustements de taux récemment. C'est quoi ta perception de l'immobilier dans les prochaines années? Écoute, je suis enthousiaste, mais c'est incroyable ce qui s'est passé dans le passé, là. Ça fait 20 ans, c'est la première fois que j'ai vécu ça, là. Ça fait 20 ans que je fais l'immobilier. Puis, il y a un de mes mentors, Tony Robbins, qui dit « Good times create... » Weak people. Ouais, « Good times create... Est-ce que je ne l'ai pas, c'est pas moi qui t'appelle, répète-le. Good time create weak people create good time, puis après ça, c'est... Good times create bad times create strong people. OK? Donc, je pense que 2023, c'était le bad time. Puis,
chez PMML, dans votre entreprise, dans le courtage en général, il y a eu du nettoyage en 2023. OK? C'est la réalité. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, chez PMML, dans le courtage en général, dans l'industrie, les gens qui sont encore là, they're strong. Fait que bad times create strong people. C'est le bout que je retiens dans cette belle roue-là. Puis, en ce moment, je sens que les gens qui sont encore là sont solides. Maintenant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu deviens fort. Et là, on s'en va vers une croissance impressionnante. OK? Au moment qu'on se parle, en ce moment, les taux d'intérêt ont bas. Il y a 2 semaines, les taux directeurs baissent encore. Les taux d'intérêt. Dans le cas du commercial, bien sûr, toujours dépendant de l'économie, surtout dans l'industriel, dans le bureau, ainsi de suite. Les gens reviennent au bureau tranquillement. La vague du télétravail va finir par s'effacer en partie. Ça a révolutionné beaucoup de choses, mais fait que, selon moi, l'immobilier commercial, j'y crois beaucoup. Le multirésidentiel, avec le manque de logement, ça va être solide pendant... On a une fenêtre minimum de 7 ans, 10 ans encore pour pouvoir créer de la valeur importante au marché. Donc, je suis très confiant par rapport à l'immobilier commercial, je suis très confiant par rapport à ce qui s'en vient. Nous, personnellement, on a un plan de croissance impressionnant qui s'en vient. Puis on y croit, là. On rentre en Ontario officiellement. On a un PMML financière qui s'en vient. Fait qu'il y a aussi on a donné prêteur. Prêteur privé, pas prêteur privé, ça va être du prêt B. Puis en 2026, on veut devenir prêteur A. Où est-ce qu'on va aller absolument? On veut faire un peu ce que People Trust, CMLS, MCAP, PKIL, toutes ces compagnies-là qui sont très présentes dans le commercial, qui vont faire du prêt CHL, entre autres, du prêt B, du prêt CHL. C'est pas le prêt privé, c'est vraiment du B et du A. On dirait, mettons, le privé et du C. Et devenir, c'est dans les plans, en ce moment, on a déjà des annonces, on est déjà en train de faire des entrevues pour trouver le managing partner dans cette division-là. Ça va être une compagnie sœur de PMML, bien sûr, où est-ce qu'il va être exclusif. Le produit de tout ça va être exclusif aux courtiers hypothécaires de PMML. Puis, on a un beau plan d'affaires là pour créer encore là une source de revenus différente. D'autres projets, je ne peux pas parler présentement, mais il y a vraiment 2-3 projets de front présentement qui vont faire que PMML devrait prendre 4 fois la valeur en ce moment dans 4 ans, 5 ans. On s'est mis pour 2030. Wow. C'est d'être toujours de l'avant puis de vouloir redévelopper continuellement. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui veut se lancer à l'eau, qui commence, ce serait quoi ton conseil? Se fermer 2 yeux puis foncer. C'est toujours une question c'est une bonne question. Mais tu sais, le conseil, c'est que, tu sais, j'aimerais tellement dire, j'aurais dû pas faire telle chose, telle chose, telle chose. C'est que, tu sais, je crois qu'il faut faire les choses pour la bonne raison. Je vais donner un exemple. Où est-ce qu'on a eu un échec, PMML? C'est parce que, bien sûr, on fait beaucoup de choses. Pas tout fonctionne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, on a appris, mais en bout de ligne, c'est en fait 4 projets, puis il y en a 2 qui fonctionnent. En bout de ligne, ça s'accumule, les projets qui fonctionnent. C'est ça, PMML, aujourd'hui. Mais un des projets qu'on a fait, c'était l'évaluation agréée. Pourquoi? C'est que l'évaluation agréée, pour nous, elle était importante parce que, bien sûr, on a toutes les données. Ça l'aidait beaucoup. On avait des données que personne n'a au marché. Le souci qu'on l'a fait, c'est qu'on l'a fait pour les données et non pas pour la business d'évaluation. Puis, quand tu ne fais pas les choses pour la bonne raison, nous, on voulait juste surtout aller chercher des données supplémentaires parce que dans ce moment, on a toutes les transactions. Dans le commercial, la majorité des transactions ne se passent pas sur MLS. Fait que, étant donné que PML a énormément de son chiffre d'affaires, on a une bonne partie des transactions au Québec dans le commercial, on a déjà ces données-là, même si MLS ou non MLS. En plus, on a une équipe de financement qui finance à peu près 15 du marché, 15 à 20 ça dépend du type d'actifs et de grosseur. Fait que ça, c'est souvent des privés qui transigent ensemble que c'est PML qui finance. Donc, on va chercher des données que personne n'a accès, là, parce que c'est 2 privés qui font la transaction. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qui arrive si on n'est pas impliqué comme financement, on n'est pas impliqué comme courtier immobilier? L'évaluation, les gens vont peut-être nous voir pour l'évaluation, fait qu'on va récolter des données. Je pense que notre service, notre plateforme, notre service d'évaluation a donné un produit extraordinaire. Mais puisque ce n'était pas quelque chose qui était dans la même lignée que le service de courtage immobilier, du courtage hypothécaire,
ça a été un peu plus difficile à rentrer à accepter des revenus d'évaluation qui sont quand même minimes par rapport au reste, par rapport à l'effort qui est donné, par rapport à la qualité du travail qui est donné. Puis à partir du moment que moi, je prends une décision, il faut que je sois satisfait avec. Ce que les autres pensent, c'est le dernier de mes soucis. Très bon conseil. Ça conclut bien. Dans le fond, le mot pour finir, c'est ferme les yeux, lance-toi et puis tu dealeras avec qu'est-ce qui va se passer pour le. Ouais, commit first, figure it out later. Yeah, that's it. Merci Patrice de nous avoir donné Merci ton beaucoup, temps. Patrice. Merci d'avoir partagé aussi grand. Et puis, bien hâte de voir la progression de PML continuer. Si les gens veulent te rejoindre, comment ils peuvent te rejoindre en ce moment? En fait, c'est médias sociaux, tout simplement. Suivez-moi, c'est Patrice Ménard, vous allez voir, on est très actifs. Je donne beaucoup de valeur. On commente pas mal tout ce qu'on fait. Puis, je suis toujours quelqu'un qui est disponible. Puis, vraiment, je suis là pour créer de la valeur chez les gens. Je suis un gars qui croit vraiment que les relations que tu crées maintenant, tu ne sais pas quand est-ce que ça va te revenir, mais je suis un donneur. Puis plus que tu donnes, tu reçois. La majorité des gens dans notre domaine, c'est des donneurs aussi. Oui, il y a des preneurs. De temps en temps, ils vont prendre de choses puis ils vont partir. Mais la très grande majorité des gens redonnent. Fait que je pense que c'est un cercle qui grossit tout le temps. Fait que merci de l'invitation. Puis félicitations de ce que vous avez bâti jusqu'à maintenant. Je pense que vous êtes sur la bonne track. Puis en espérant là, que créer de la valeur pour les gens qui nous écoutent. Merci beaucoup, Patrice. Thank you. Merci.